Vous aussi, vous pensez qu'Einstein est le plus grand scientifique de l'histoire parce qu'il a découvert la relativité restreinte et parce qu'il est à l'origine de l'équation la plus connue du monde. Eh ben, c'est faux. Et pourtant, si vous êtes comme tout le monde, lorsqu'on vous demande de citer le nom d'un scientifique, vous pensez direct à Einstein. Alors pourquoi je dis ça? Simplement parce que d'un point de vue purement terre à terre, il existe bel et bien un savant encore plus grand qu'Einstein. Et rassure-toi, j'ai des arguments solides pour prouver ce que je te raconte. Alors si tu veux découvrir pourquoi Einstein prend une bonne fessée dans la course à celui qui aura le plus révolutionné la physique, ne bouge pas. Parce qu'aujourd'hui, on va rétablir la vérité sur le plus grand scientifique de l'histoire, le god parmi les gods de la physique, Galilée. Galileo Galilei dit Galilée. Ce mec va carrément couper l'histoire en deux. Mais juste avant de développer, je dois remettre un peu de contexte. On est au XVIIe siècle. À cette époque, on est toujours sur le fameux combo Coulomb-Perrus. Une masterclass. Mais surtout, on pense encore que la Terre est au centre de l'univers et que le monde est constitué de 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Mais le plus important, c'est qu'à cette époque, le monde était clairement et radicalement divisé en deux. Il y avait le monde dit sublunaire, donc situé sous la Lune, qui correspond à notre monde, c'est-à-dire au monde terrestre. Il était défini comme étant un monde imparfait et changeant. Et en opposition, il y avait le monde supralunaire, au-dessus de la Lune du coup. Bien vu ça? Et donc de l'autre côté, ce monde supralunaire était considéré comme fixe, immuable et parfait. En fait, cette vision du monde n'avait pas vraiment bougé depuis quasiment 2000 ans. Sauf qu'en 1609, il s'est passé un truc. Galilée a inventé la lunette astronomique. Alors, désolé d'interrompre, mais c'est pas lui qui a inventé la lunette astronomique. Oui, bon, c'est qui du coup? Ce sont les Hollandais. Ok, très bien. Donc en 1609, on a les Hollandais qui inventent la lunette. Et ils n'en font rien de spécial. Par contre, Galilée, lui, il a été malin. Galilée, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le mec qui fait comme tout le monde. À l'époque, on utilise les longues vues pour observer les bateaux au loin et déterminer si on pouvait rester tranquille ou si on devait se préparer à se faire canarder par Davy Jones. Mais Galilée, lui, il a pris un peu de recul, il a fait un truc de malade. Un truc que personne n'avait fait à l'époque. Il a pointé la lunette vers le ciel. Mec, qu'est-ce que tu prends là? Bah je sais pas, je vais regarder vers le ciel. Mais pourquoi faire? Pas pour voir ce qui s'y passe. Attends, mais tu pourrais voir Dieu. Mais t'as raison. Mais il faut absolument que je regarde. Alors là, ça paraît con aujourd'hui, mais en fait, c'est vraiment le premier à avoir eu cette idée. C'est le premier qui s'est dit que ça serait ouf si on pouvait voir un peu mieux ce qui se passe là-haut. Et quand les Hollandais arrivaient difficilement à faire des lunettes grossissant 2 ou 3 fois, Galilée a réussi à construire des lunettes grossissant jusqu'à 30 fois. Donc t'es Hollandais là, ça dégage. Sauf qu'avec le combo grossissement x 30 et lunettes braquées vers les étoiles, Galilée n'était absolument pas prêt de ce qui allait se passer. Et l'église encore moins. C'est pareil pour tout le monde. Le premier truc qu'on regarde quand on achète un télescope pour la première fois, c'est évidemment la Lune. Et effectivement, c'est ce que Galilée a regardé en premier. Qu'est-ce qu'il a vu? Des montagnes. En fait, plus précisément, au début, il voyait des ombres. Et pour l'époque, c'était carrément bizarre parce que la Lune était censée appartenir au monde céleste. Du coup, elle devait être une sphère parfaite sans aspérité. Sauf qu'en reprenant ses observations jour après jour et en dessinant ce qu'il voyait à chaque fois, Galilée s'est aperçu que ces soi-disant ombres bougeaient curieusement de la même façon que sur Terre. Et c'est comme ça qu'il en a conclu qu'il y avait des montagnes sur la Lune. La Lune était donc terreuse. Et pour un monde supralunaire censé être parfait et immuable, une lune terreuse? Bizarre cette histoire. Par contre, spoiler, c'était pas des montagnes en fait, c'était des cratères. Dommage mon Galilée, mais on souligne l'effort. Bref, du coup Galilée a commencé à se poser pas mal de questions sur le modèle aristotélicien, c'est-à-dire le modèle faisant consensus à l'époque. Bon, en vérité, il avait quand même déjà pas mal de doutes. Mais le moment où il s'est vraiment dit qu'il fallait arrêter les conneries, c'est quand il a pivoté sa lunette pour regarder vers Jupiter. Et c'est ce move de génie qui deviendra le tournant de son histoire. Lorsqu'il regarde dans l'oculaire, il découvre 4 petits points blancs qui se déplacent avec des mouvements de va-et-vient de part et d'autre de la planète. Et évidemment, malin comme il n'a pas mis bien longtemps à comprendre que ces 4 points lumineux étaient en fait 4 lunes qui tournaient autour de Jupiter. Et là, c'est le drame. Alors non, pas le drame, tout va bien, mais par contre, ouais, c'est assez fou ce qui va se passer. Avec cette observation, Galilée détient la preuve directe et irréfutable que tout ne tourne pas autour de la Terre. Faut comprendre qu'en fait, c'est la première fois de l'histoire que quelque chose tourne autour de quelque chose d'autre. Ouais. Sauf que dans un système où tout est censé tourner autour de la Terre, trouver 4 astres qui tournent autour d'une autre planète que la Terre, ça la fout un peu mal. Parce que si on découvre qu'il existe des astres qui ne tournent pas autour de la Terre, ça devient un peu compliqué de continuer à défendre l'idée que la Terre est le centre de l'univers. Si tout ne tourne pas autour de nous, alors pourquoi la Terre ne tournerait-elle pas, elle aussi, autour d'un astre un peu plus gros? Au hasard, le Soleil par exemple. Bon ben là, déjà que Galilée était un fanboy de Copernic, c'est le Polonais qui a élaboré le modèle héliocentrique, cette découverte l'a gonflé à bloc et il était prêt à en découdre avec l'ancien modèle d'Aristote
qu'il trouvait, selon ce qui se dit, grossier et tiré par les cheveux. Et c'est vrai que les mecs étaient quand même prêts à tout pour justifier que la Terre était bien le centre de l'univers. Parce que comme toutes les planètes ne tournent pas autour de la Terre, quand on regarde leur trajectoire dans le ciel, ça donne pas mal de trucs bizarres. Parfois elles accélèrent, parfois elles freinent, parfois elles reviennent en arrière, bref c'est le bordel. Du coup pour expliquer ça, les savants de l'époque ont dû élaborer tout un tas de stratagèmes hyper techniques et alambiqués pour expliquer ces mouvements, notamment avec les fameux épicycles de Ptolémée. C'est-à-dire que les planètes, en plus de tourner autour de la Terre, tourneraient autour de notre centre. Ne demandez pas pourquoi. Je vous montre ce que ça donne. Donc du coup, ça donnerait ça. Sauf que là, les planètes tourneraient autour de la Terre, mais en plus, elles tournent autour de notre centre hypothétique. Et du coup, ça donnerait des orbites comme ça. Merde. Je me fais chier. Donc si ça... Attendez, parce que c'est le bordel leur truc. Si ça tourne comme ça... Ah, mais je crois que c'est dans l'autre sens. A few moments later. Ouais, c'est ça. Ok. Si ça tourne comme ça ferait des orbites comme ça. Bon, ça le mérite, même si ça n'a aucun sens, d'être assez stylé, je dois dire. Ça, j'avoue. Du coup, je vais virer ça. Et d'ailleurs, tout ça, ça me fait rebondir sur une notion hyper importante en esprit critique qui est encore complètement d'actualité. Le rasoir d'Occam, aussi appelé principe de parcimonie, qui est un principe qui dit que, en gros, pour expliquer un phénomène en l'absence de preuves évidentes, c'est toujours l'explication la plus simple qui doit être préférée. Et en fait, je pense à ça parce que quand Galilée dit que le système géocentrique est grossier et que le système héliocentrique est plus subtil et élégant, j'ai le sentiment que c'est cette idée qu'il exprime. Dans le sens où placer le Soleil au centre du système permet d'expliquer beaucoup plus simplement le mouvement de toutes les planètes, sans passer par tous les stratagèmes alambiqués avec les épicycles et tutti quanti. Mais si ça se trouve, je m'emballe complètement, donc on va laisser ça de côté. Bref, en tout cas, Galilée continue sur sa lancée des découvertes astronomiques. Et au cours de son parcours, il va multiplier les observations allant à l'encontre du modèle d'Aristote, décrivant un monde céleste, parfait et immuable. Par exemple, il va observer le passage de comètes, l'apparition de nouvelles étoiles, il va décrire différentes phases de Vénus, un peu comme pour la Lune, ce qui prouve bien qu'elle tourne autour du Soleil. Et surtout, en parlant du Soleil, il va montrer qu'il n'est pas la sphère lumineuse, parfaite, lisse et sans défaut qu'on pouvait imaginer, mais que comme nous, elle présente des défauts, des taches, qu'on appelle aujourd'hui les taches solaires. J'en parle dans la première vidéo de la chaîne. Et du coup, avec toutes ces observations, Galilée se rend compte que contrairement au dogme d'Aristote, le ciel comme la Terre est imparfait et immuable, et que donc, il est certainement soumis aux mêmes lois que nous. Alors ça a l'air de rien dit comme ça, mais en fait Galilée vient de comprendre que le monde n'est pas divisé en deux, qu'en fait il est constitué d'un tout unique, affecté de la même manière par des processus naturels comparables. Et pour la première fois de l'histoire, il donne tout son sens à la notion d'univers. Univers, uni, union, malin. Sauf que les répercussions métaphysiques d'une telle conclusion, à l'époque, sont colossales. Et ça, Galilée, il avait bien compris. Et comme le mec a absolument aucune limite, il va se servir d'un livre commandé par le pape lui-même pour exposer ses idées contraires à la religion. Et alors qu'il avait bien été mis en garde de ne présenter le système de Copernic que comme une simple hypothèse, il utilise ce livre pour non seulement argumenter et soutenir son approche, mais aussi pour discréditer le modèle d'Aristote. Et ça, en faisant défendre cette thèse par un personnage un peu bébête qu'il va nommer Simplicio. Au bûcher! Au bûcher! Simplicio, vraiment, Galilée, plus fort cela mon ref. Évidemment que ça allait pas passer. Et surtout qu'en plus, Galilée en tant que bon vulgarisateur, et sûrement aussi par ego, voulait rendre ses découvertes accessibles au plus grand nombre. Et du coup, il n'a pas écrit son livre en latin comme c'était attendu par l'Église, mais en italien, la langue parlée par le peuple, pour que tout le monde puisse bien comprendre que l'Église racontait nimp. Et du coup, après ça, il va se manger par l'Inquisition un bon procès des familles qui va un peu le calmer. Ce procès va marquer sa vie, et c'est d'ailleurs principalement pour ça qu'il est connu aujourd'hui. Mais nous, on veut savoir en quoi il est le maître Jedi de la physique. Et je vous l'accorde, pour l'instant, le mec a été bon, c'est vrai. Il a brisé les codes de son époque, il a révolutionné en profondeur la façon dont on voyait le monde. Mais en fait, en termes de révolution scientifique et d'impact sur la société, on peut largement en dire autant d'Einstein. Alors, en quoi Galilée surpasse Einstein? Pourquoi il mériterait le titre de plus grand scientifique de l'histoire? En fait, Galilée est à l'origine de ce qui est peut-être le changement le plus radical et le plus important de l'histoire des sciences. Ouais, je sais, on dirait que j'en fais des caisses. Mais attendez que je vous raconte, et ensuite vous me direz si j'ai forcé. Bon, si vous devez retenir un seul truc de cette vidéo, pourquoi Galilée est le god absolu de la physique, c'est qu'avant lui, on observait le monde, alors qu'après lui, on va commencer à le comprendre. Je m'explique. Comme on l'a dit, avant Galilée, c'était le mode de pensée du bon vieux Aristote qui a prédominé pendant quasiment 2000 ans. Et ce grand Aristote avait une façon d'expliquer les phénomènes naturels, comment dire, un peu particulière.
Aristote avait une approche profondément intuitive du monde. Pour lui, pour comprendre comment le monde fonctionne, il fallait observer un phénomène, puis faire preuve d'une bonne dose d'intuition pour imaginer une explication qui colle à peu près à ce qu'on venait d'observer. Son approche était donc profondément basée sur nos sens et sur l'observation directe des phénomènes. Et a priori, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est une bonne idée. Du coup, Aristote, après avoir réfléchi un peu à ses observations, formule sa loi sur la chute des corps. La vitesse de chute des corps est proportionnelle à leur masse. Et il justifie ça en disant « Tout le monde le voit, le gland tombe plus vite que la feuille de chêne. » Et c'est vrai que de manière intuitive, on est assez d'accord avec ça. Sauf qu'il y a un problème. Et alors Aristote, c'est qui le gland maintenant? Bon, j'avoue, je suis lourd. Bon bref, en tout cas, est-ce que vous avez compris ce qui vient de se passer? On a pris deux objets de masse différentes et on les a laissés tomber en même temps pour voir qui touchait le sol en premier. Bref, on a fait une expérience. Alors aujourd'hui, ça nous paraît évident de tester des hypothèses de cette manière, mais vraiment à l'époque, personne n'avait encore formalisé cette approche. On se contentait juste d'observer les phénomènes et d'y coller tant bien que mal une explication plus ou moins précise. Du coup, on se retrouvait avec un nombre incalculable d'incohérences qui s'accumulaient et qu'on essayait de résoudre en ajoutant des couches et des couches d'autres explications, toutes plus tordues les unes que les autres. Et à votre avis, qui va révolutionner la façon de voir le monde? Qui va être le premier à comprendre que l'observation ne suffit pas et que c'est l'expérience qui doit être à la base de toute explication? Bref, qui va être le précurseur de ce qui deviendra plus tard la physique expérimentale? Vous l'avez vu venir, c'est Galilée. Galilée est le premier à comprendre que l'univers obéit à des lois bien définies, universelles et pouvant être exprimées clairement. Et que si on veut comprendre et interpréter de la bonne manière les phénomènes qu'on observe, il faut les mesurer, les quantifier et les évaluer précisément. Et pour cela, Galilée introduit un outil qui va révolutionner la façon de faire de la physique. D'ailleurs, je dirais même que c'est à partir de ce moment précis qu'on peut commencer à parler de science. Parce qu'avant ça, c'était plutôt de la philosophie qu'on faisait. D'ailleurs, on parlait même pas de physique, on parlait de philosophie naturelle. Bref, Galilée va poser les bases d'un nouveau langage, le seul langage nous permettant de dialoguer avec l'univers, et qui deviendra par la suite la langue universelle des sciences, les mathématiques. Et donc en 1604, Galilée coupe littéralement l'histoire en deux en devenant le premier scientifique à utiliser les mathématiques pour décrire un phénomène naturel, la façon dont les corps tombent en chute libre. Du coup, la loi de Galilée sur la chute libre des corps est considérée comme la première loi de la physique moderne. Alors que dit cette formule? Tous les objets, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse dans le vide. Mais comment il en est arrivé là? Comme il était un peu taquin, il est reparti de l'hypothèse d'Aristote. Très bien, partons du principe d'Aristote. Selon lui, plus un objet est lourd, plus il tombe vite. Donc si on prend une grosse boule et qu'on prend une petite boule, la grosse boule qui est plus lourde va tomber plus vite que la petite boule. Sauf qu'on va faire quelque chose. On va relier la grosse boule à la petite boule. En reliant la grosse boule à la petite boule, quand la grosse boule va tomber, ce qui va se passer, c'est que la grosse boule va être ralentie par la petite boule qui va faire un petit effet parachute, forcément, puisqu'elle tombe moins vite. Donc l'ensemble est censé tomber moins vite que la grosse boule. Sauf que cet ensemble-là est plus lourd que cette grosse boule-là. Donc cet ensemble-là doit tomber plus vite que la grosse boule. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu là, Aristote? Du coup, pour lui, la seule manière valable de résoudre ce paradoxe, c'est de dire que tous les objets tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Sauf que problème, même si la vitesse de chute des corps n'est pas proportionnelle à leur masse comme le disait Aristote, dire que tous les objets tombent à la même vitesse, c'est assez contradictoire avec ce qu'on observe dans la vie de tous les jours. Et en plus, il ajoute dans le vide, alors même qu'à son époque, on pense que le vide n'existe pas. Donc en formulant cette hypothèse, Galilée est le premier à se confronter à ce qui va devenir la principale problématique de la physique actuelle. Comment réussir à expliquer le monde avec des lois qui, en apparence, le contredisent. Mais avant de vous en dire plus, revenons à Galilée. Comment s'est-il sorti de cette impasse? Comment a-t-il réussi à justifier sa loi alors même qu'elle contredit la plupart des observations? En trouvant un moyen de s'extraire de là où nous sommes. Et non, je parle pas de téléportation. En fait, il va imaginer une situation qui est impossible à reproduire en pratique pour y tester son hypothèse. C'est ce qu'on appelle une expérience de pensée. Et dans ce cas-là, il va imaginer le vide. Et comme il constate dans ses expériences réelles que plus le milieu dans lequel il lâche les objets est visqueux, plus la différence de vitesse se fait ressentir, il se dit que du coup, à l'inverse, si on élimine tout milieu, si on se place dans le vide, donc, la différence de vitesse de chute entre des objets de différentes masses devrait disparaître. Du génie. Du génie parce que, de cette manière, Galilée comprend que le fonctionnement du monde se cache derrière des apparences. Dans le sens où le monde de tous les jours, ce monde palpable, est en fait un contexte extrêmement singulier, rempli de forces et de paramètres additionnels qui viennent cacher les vraies lois de l'univers. Prenons l'exemple de la Terre.
On est soumis à la gravité, il y a la présence d'une atmosphère et les vitesses en jeu sont relativement faibles. Du coup, c'est pour ça qu'on peut prendre des rendez-vous quotidiennement sans que nos montres se désynchronisent dès qu'on tape un sprint ou qu'on soit obligé de continuer à pédaler si on ne veut pas que notre vélo s'arrête. Pourtant, malgré tout ça, malgré le fait que notre vélo s'arrête si on arrête de pédaler, Galilée, aidé par des collègues, pose le principe d'inertie qui dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne uniforme. Donc en gros, ça voudrait dire que même si on arrête de pédaler, comme il n'y a plus de force en jeu, on devrait continuer à rouler tout droit indéfiniment. Sauf que, qui a déjà observé ça? C'est un exemple assez démonstratif d'un principe qui contredit l'observation. Et du coup, le génie de Galilée a donc été d'avoir su voir au-delà des apparences. Et si on revient à la chute des corps, le plus beau dans toute cette histoire, c'est qu'on a eu la réponse finale. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. Du coup, entre l'introduction des mathématiques pour décrire le monde et l'utilisation d'expériences pour mettre à l'épreuve ses hypothèses, Galilée est aujourd'hui considéré comme le père de la science moderne. Et d'ailleurs, il n'a pas juste créé une, mais deux physiques. En premier, la physique théorique, avec laquelle on théorise, on fait des expériences de pensée et on questionne le monde avec les mathématiques. Et en second, la physique expérimentale. Là, on se confronte au réel et on met à l'épreuve nos hypothèses. En fait, Galilée n'a pas seulement étudié l'univers, il a défini les codes pour le comprendre. Et ces codes, on les utilise toujours aujourd'hui. Dans l'histoire du monde, il y a clairement un avant et un après Galilée. Pas seulement dans notre niveau de compréhension du monde, parce que des bouleversements de paradigme, il y en a eu plusieurs, entre Newton, Maxwell et Einstein du coup, mais dans notre manière de penser, de percevoir et de vivre le monde. Et ça, c'est bien le seul qui a réussi à le faire. Il a démontré que comprendre l'univers nécessite de défier les apparences, et que l'observation ne suffit pas. Et cette rupture radicale dans la manière d'appréhender et d'interroger le monde porte un nom. Ça s'appelle la coupure galiléenne. Et d'ailleurs, je propose qu'à partir d'aujourd'hui, l'instant zéro soit l'année 1604. Annus Mirabilis, année de naissance de la physique telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Franchement, ça collerait beaucoup mieux avec notre histoire, non? Je sais pas, mais avant Galilée, on a mis près de 2000 ans à se rendre compte que c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais l'inverse. Alors qu'après Galilée, en seulement 400 ans, on a découvert que le temps n'est pas le même pour tout le monde, que l'énergie et la matière finalement c'est à peu près la même chose, et que tous les atomes de mon t-shirt ont été créés il y a des milliards d'années par l'explosion d'une étoile. Ça colle beaucoup plus, non? Et si vous avez kiffé cette idée, bombardez les pouces bleus. Comme ça on va faire de la nouvelle année zéro, l'année 1604, d'un nouveau calendrier galiléen. Si vous n'en avez pas eu assez avec l'histoire de Galilée, et que vous voulez savoir comment la fusion de la science et de l'imagination pourrait nous donner accès à une énergie infinie, vous allez adorer cette vidéo. On se retrouve là-bas.